C'est donc le moment d'ouvrir notre première table ronde. On parle énormément de la nouvelle réglementation énergétique, la RE 2020. Alors, avant de commencer, Eric, est-ce que vous pourriez nous rappeler le contexte de cette nouvelle réglementation énergétique pour le bâtiment ? Alors oui, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis tombé en 2013 dans le secteur et on venait de prendre la RT 2012, avec une remise en cause impressionnante aussi, de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour la RT 2012. Et ça a été pour moi la première marche que la profession a pu franchir, puisqu'en fait on est arrivé à faire des bâtiments industrialisés modulaires qui étaient conformes à la RT 2012, sans discussion possible. Et donc ça a participé, je pense, chez un certain nombre d'acteurs institutionnels à la reconnaissance de la filière. La RE 2020, c'est un sujet. Au lieu d'avoir un T, on a un E. Donc, c'est plus thermique, c'est énergétique. Au lieu d'avoir 3 critères, on en a 6. Donc, on est en plein dans ce sujet RE 2020 qui a été dessiné, comme le reste, pour une applicabilité aux bâtiments neufs. Alors, nous, à la CIM, on sait faire des bâtiments neufs, sans aucun doute, et on va le montrer tout à l'heure. Et puis après, il y a cette zone grise, aujourd'hui, ce qu'on appelle édifices provisoires, qui sont des assemblages de modules non ancrés au sol à perpétuelle demeure, qui ne sont donc pas des bâtiments neufs, et on peut se poser la question de l'applicabilité de la RE 2020 à ces édifices provisoires. Provisoire, ça ne veut pas dire 3 mois, ça peut vouloir dire 5 ans ou 10 ans. Donc il faut qu'on arrive à intégrer cette dimension-là. Donc aujourd'hui, la RE 2020, il faut qu'on puisse l'adapter à notre profession, non pas sur la partie des bâtiments définitifs, mais sur la partie édifices provisoires. On est en discussion avec la DHUP sur le sujet. On pourra en reparler tout à l'heure. Mais je pense que là aussi, il y a un changement de paradigme à avoir. Il faut sortir du schéma et essayer d'adapter la RE 2020 à la construction industrialisée et modulaire ou d'adapter la construction industrialisée et modulaire à la RE 2020. Donc là, il y a un champ d'application dont on peut discuter et que vous allez découvrir avec nos invités. Eh bien justement, pour échanger autour de ce sujet stratégique, nous accueillons Julien Hans, directeur énergie-environnement au CSTB, Nathalie Chang, présidente de Tribu Énergie, Vincent Comte, directeur marketing d'Algeco, Pierre Visonneau, directeur général de Delta Mode, et enfin Christophe Cugnot, directeur général de Cugnot. Eh bien, bienvenue à tous. Merci encore d'être avec nous. On va commencer avec vous, Julien Hans. Vous êtes à l'origine du texte. Alors, quelles sont les évolutions majeures entre la RT 2012 et la RE 2020 ? Oui, bonjour, merci beaucoup. D'abord, je vais corriger un lapsus. C'est une réglementation environnementale. Et c'est ça qui change tout. La dernière réglementation, on a essayé de consommer moins d'énergie. C'était important, on s'est rendu compte depuis le premier choc pétrolier qu'il fallait qu'on rentre là-dedans. Et si je provoque un peu, ce n'était pas vraiment une réglementation environnementale. Les ressources énergétiques, c'est important. Mais je crois qu'on l'a fait pour des raisons quand même principalement économiques. Donc cette réglementation environnementale 2020, elle est environnementale. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? 2 choses. D'abord, l'environnement, vous le savez, c'est plusieurs choses. C'est moins prélever de ressources sur la planète, des énergies, des ressources naturelles, des matériaux. C'est moins polluer, polluer l'eau, polluer l'air et réchauffer le climat, évidemment. Alors, elle est environnementale et elle ne fait que du carbone. Donc, c'est important, c'est-à-dire que les seuils et les exigences que l'on va avoir ne parlent que de réchauffement climatique. Ce faisant, la méthode pour le faire est fondamentalement nouvelle. Avant, on faisait ce qu'on appelle une simulation énergétique dynamique, c'est-à-dire qu'en gros, on vient comprendre comment fonctionne le bâtiment, ça nous permet de comprendre nos besoins en chaud, en froid et en eau chaude, et puis on appliquait ça pour avoir nos consommations d'énergie. On va garder ça, puisque dans la réglementation environnementale 2020, on reste dans la même trajectoire que la réglementation thermique, c'est-à-dire on veut des bâtiments qui consomment peu d'énergie, et puis qui vont aller chercher le plus possible des énergies renouvelables. Mais on ajoute une deuxième méthodologie qui porte bien son nom, ça s'appelle une analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, pour faire très simple, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, mais normalement vous êtes de moins en moins nombreux, si vous avez fait un bilan comptable, vous savez faire une analyse de cycle de vie, c'est la même chose, mais sur la planète. C'est-à-dire que vous allez regarder tout ce que vous allez consommer et tout ce que vous allez émettre. Et vous faites ça depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie de votre bâtiment. Donc en ce sens-là, l'analyse de cycle de vie rentre comme la méthode principale de la réglementation. Ça, c'est vraiment le changement majeur. Et on n'en exploite qu'une seule donnée,
c'est les émissions de gaz à effet de serre. Mais gratuitement, vous aurez votre bilan environnemental, et ça, c'est très important pour vos démarches d'éco-conception, parce que la démarche réglementaire que vous allez faire, elle peut vous être utile pour tout un tas de choses, et ça, il faut le rappeler. La troisième nouveauté de cette réglementation environnementale, c'est qu'on a tous en tête qu'il faut réduire le changement climatique, mais il faut aussi s'adapter à celui-ci, il est déjà là. Et donc, en termes de confort d'été, qui était déjà présente dans la réglementation précédente, on va vous proposer de passer le test de la canicule de 2003, pour faire simple. Et on veut voir ce qui se passe quand votre bâtiment passe ce test-là. Et donc, avec un indicateur un peu nouveau, on va vérifier que vous êtes confortable pendant des périodes caniculaires. Et que si vous ne l'êtes pas assez, soit vous n'êtes pas en capacité de réglementer votre bâtiment, soit on va considérer que vous êtes dans une zone un peu grise, c'est-à-dire vous êtes suffisamment bon pour que votre bâtiment puisse sortir de terre, mais pas suffisamment bon pour qu'on vous dise vos usagers vont sans doute mettre une climatisation quand même. Que vous ne l'ayez pas mis dans votre projet, c'est une chose, mais eux, ils vont en rajouter une. Et s'ils en rajoutent une, on va vous la compter dans votre bilan dès maintenant, forme de climatisation fictive. Et on va vous dire le CO2 émis et les consommations d'énergie par cette climatisation que vous n'avez pas mis, on va quand même vous l'imputer. Une façon de prévoir l'avenir. Voilà un peu les grandes nouveautés de cette réglementation environnementale. Et comme ça a été dit tout à l'heure, elle ouvre le champ à tout un tas de choses. On pense en particulier à une construction traditionnelle qui va devoir s'adapter de plus en plus. Le carbone, ça s'investit, comme ça a été dit tout à l'heure, donc 250, 300 kg de carbone dans des structures, ça ne peut pas se jeter comme ça. Et de manière générale, tout matériau de construction où vous faites rentrer à un bilan de carbone significatif. Gardez ce chiffre en tête, c'est moitié-moitié, c'est complètement faux, mais c'est complètement vrai. Moitié-moitié, c'est-à-dire que vous avez moitié de vos émissions de gaz à effet de serre, c'est l'eau chaude et le chauffage et l'exploitation de votre bâtiment. L'autre moitié, c'est les produits que vous avez fait rentrer pour 50 ans, renouvellement inclus. Donc on ne peut pas laisser la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre sans les maîtriser et sans essayer de les utiliser au mieux. Voilà donc pour ces grandes nouveautés de la réglementation environnementale. Est-ce que vous voulez aller un peu plus loin et nous présenter 3 critères liés au bilan carbone et à l'analyse du cycle de vie? Oui, bien sûr. Si on reste sur la capacité à émettre moins de carbone, ce qu'on va pouvoir faire, c'est choisir des technologies bas carbone. Une technologie bas carbone, c'est une technologie sur laquelle on va dire l'usine de production est un peu plus propre et émet moins de gaz à effet de serre. Possiblement aussi, on peut travailler sur les origines locales, c'est-à-dire limiter les transports pour le réaliser. Ça, c'est un premier point que tout le monde a bien en tête. Mais encore une fois, je crois qu'un des mots-clés, ça va être la notion de circularité. Mieux vous utilisez votre carbone, plus vous allez le lisser dans le temps. Et donc, prolonger les durées de vie, rendre les systèmes démontables. La démontabilité, c'est quand même quelque chose d'incroyable. La réglementation environnementale, elle est neuve aujourd'hui, elle surprend les acteurs aussi, même si tout le monde est en ligne avec cette logique de le faire. Mais rendez-vous compte quand même que tous les bâtiments d'aujourd'hui sont conçus pour être détruits, mais de manière quand même assez radicale, c'est-à-dire à la boule, au marteau-piqueur, à la dynamite. Grosso modo, sur les structures, c'est ça. 350 kg de carbone que l'on prévoit de démonter de cette manière-là. Ça, c'est probablement notre levier d'action principal. C'est une circularité de notre économie de construction. Donc la filière modulaire, elle a beaucoup d'atouts pour répondre à ces exigences de la réglementation environnementale? Je crois que sur ce sujet principal de l'adaptation aux usages et de la circularité, absolument. Après, peut-être aussi des choses sur lesquelles travailler, comme le confort, par exemple, et sur les degrés heure. Mais elle a indéniablement tous les atouts pour progresser dans le bon sens. Et je crois qu'on le voit un peu de manière imagée, comme ça a été dit par mon président à l'instant. Finalement, la construction traditionnelle et la construction modulaire viennent de deux mondes assez différents, mais on voit bien que la construction de l'avenir, c'est probablement quelque chose qui ressemble beaucoup plus aux deux mélangés. Alors vous vous tournez vers Éric Orange. Vous êtes d'accord, selon vous, la construction modulaire et industrialisée, c'est une bonne solution, peut-être même une meilleure solution que la construction traditionnelle face aux exigences de la RE 2020 ? Comme dirait l'autre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, il y a juste un compromis à trouver sur le sujet. Moi, je crois effectivement beaucoup à la combinaison du traditionnel et du modulaire. Donc, on a énormément d'appels entrants en ce moment de bailleurs sociaux ou même d'entreprises générales qui veulent décarboner un peu leur offre produit en intégrant du modulaire dans une construction traditionnelle, avec une démontabilité à terme ou une surélévation ou une juxtaposition à terme également. Donc là, je pense que c'est effectivement un bon sujet.
On se rend compte, mais là c'est Nathalie Chang qui va nous montrer tout à l'heure, que la filière sèche est quand même plutôt pas trop mauvaise en termes de bilan carbone, donc ça c'est une surprise. Enfin c'est une surprise. Nous c'était pas une surprise, mais pour les autres c'est une surprise. Après, on a souvent tendance à opposer les matériaux et on va se rendre compte normalement tout à l'heure que le bois, le béton et le métal sont à peu près sur des niveaux similaires. Donc en fait, je suis désolé de le dire, mais je le dis quand même, non, le bois ne va pas sauver la construction en France demain par un bilan carbone extrêmement favorable. Alors, ça plaît ou ça plaît pas. Et le métal ne va pas non plus sauver, et le béton non plus. Donc, il n'y a pas d'opposition de matériaux, il y a plutôt une complémentarité des matériaux. Et donc, c'est à nous, industriels, de combiner les matériaux intelligemment pour avoir le meilleur résultat possible. Donc ça, c'est un sujet d'industriel et d'entreprise générale aussi également, mais il faut qu'on travaille ensemble sur ces sujets-là. Voilà, donc moi je suis plein d'espoir parce que je pense que ces réglementations, elles nous font bouger, elles obligent les industriels à réfléchir et on est dans des processus d'amélioration continue, donc il faut absolument qu'on le fasse. Après, dernier point, et j'en finirai là-dessus, la certification dont parlait Étienne Crépon tout à l'heure, elle intègre, et je pense que c'est un truc révolutionnaire, le réemploi et la deuxième, la troisième, la quatrième vie du bâtiment. Et ça, je pense que c'est un atout indéniable de la filière qu'on a sous-estimé trop longtemps et qu'il faut qu'on exploite intelligemment. Aujourd'hui, donc, on a le plaisir aussi d'accueillir Nathalie Chang. Je rappelle donc qu'en tant que présidente de Tribu Énergie, vous avez travaillé avec le ministère de la Transition énergétique et les différents comités techniques comme la DHUP, la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Paysage, ou encore le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. Alors, quels sont, pour commencer, selon vous, les avantages de la construction industrialisée, modulaire et hors site? Alors, est-ce que j'ai accès à mes quelques... Oui, ça fonctionne. Oui, mais c'est... Voilà. Alors, attendez, parce que... Alors, effectivement, alors Julien vous a parlé des trois grands piliers de cette RE 2020. Donc, le premier, sur la partie énergétique, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la RE 2020 va induire un renforcement du niveau d'isolation des bâtiments. Donc, ça, c'est important, puisque, effectivement, certaines pratiques courantes ne passeront plus. Il va falloir augmenter à la fois les épaisseurs, mais également mieux traiter les ponts thermiques, l'étanchéité à l'air. Ensuite, Julien vous l'a déjà dit, mais effectivement, c'est passer à des systèmes énergétiques moins carbonés, de type pompe à chaleur, voilà, en tout cas, qui permettent de passer les seuils, et notamment en allant vers ceux de 2025. Pour la partie carbone, on va le voir tout à l'heure, mais on n'est pas... voilà, la construction modulaire est plutôt pas mal. L'impact carbone est modéré, à condition de recourir à ce qu'on appelle des FDES, des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Ça ne passera pas du tout si on recourt majoritairement à des données environnementales par défaut. Mais j'explique tout à l'heure le sujet. Alors, le confort d'été, là aussi, Julien a abordé le sujet, mais c'est vrai que ça, c'est le point faible de la construction modulaire, parce qu'on s'aperçoit qu'on flirte avec le niveau des Hmax, donc qui va être le seuil à ne pas dépasser dans la RE 2020. Donc, ça signifie équiper le bâtiment d'excellente protection solaire, choisir des couleurs claires, et éventuellement, alors soit il y a un système de climatisation, soit on passe avec des systèmes de brasseurs d'air si le bâtiment n'est pas climatisé, mais il y a un véritable manque au niveau de l'inertie. Donc, sur certaines typologies de bâtiments qu'il faudra ensuite compenser. Donc avec la CIM, on l'a dit, vous avez étudié les émissions carbone, aussi bien liées à la construction de modules en bois, en métal ou encore en béton. Quels sont les résultats de votre étude? Vous allez peut-être nous surprendre. Tintin, grand moment de suspense. Donc effectivement, on a comparé, sur cette slide, vous voyez l'impact carbone, donc qui s'exprime en kilogrammes de CO2 par mètre carré de parois. On est bien sur une paroi, un type mur, pour différents systèmes constructifs. Donc vous avez donc des murs à ossature bois, des murs avec du béton de type CEM3, qui est censé être un béton allégé en carbone, des blocs béton, des briques, ainsi que des panneaux modulaires type
type métallique. Alors, il y a 2 couleurs dans ces graphes. Vous voyez des couleurs bleues et des couleurs oranges. La couleur orange sont des calculs qui ont été faits avec des valeurs par défaut. Donc, c'est pour ça que ça s'envole complètement dans la stratosphère, dans la dernière petite barre, parce qu'effectivement, le calcul a été fait là avec des panneaux sandwich, mais qui sont à base de données par défaut et donc qui ne passent plus du tout par la suite les exigences. Bon, ce qu'on constate quand même sur cette slide, c'est l'écart qui est finalement assez modéré entre les constructions à ossature bois et puis les panneaux sandwich. Bon, enfin, on a quand même un certain écart, mais ça reste relativement raisonnable. Et finalement, entre la construction modulaire et la construction traditionnelle, on a quand même, en tout cas, lorsqu'on recourt à des FDES, un gain qui peut être appréciable parce que ce qu'il faut voir, c'est que chaque kilogramme de CO2 économisé va être bon à prendre dans le cadre des renforcements réglementaires. En fait, là, on va avoir des seuils qui vont se renforcer petit à petit en matière d'émissions carbone construction. 2022, 2025, 2028, 2031. Et pour arriver à ces objectifs de 2031, ça va être hyper ambitieux. Donc vraiment, chaque kilogramme sera intéressant à économiser. Alors avec la CIM, si je ne me trompe, vous avez... vous continuez votre présentation. Avec la CIM, vous avez... Parce que je vous vois continuer, regarder les slides, je me dis, on a manqué quelque chose. Vous avez donc élaboré un outil de simulation qui permet de modéliser un bâtiment de bureau, par exemple. C'est bien ça? Comment ça fonctionne et quels sont les résultats que vous avez obtenus? Alors, oui, non, j'ai oublié quelque chose. Et il me semblait bien. Tout va bien. Donc, effectivement, tout à l'heure, je vous parlais de sujets de FDES, avant de répondre donc, à la question de Vicky. C'est très important, il y a quand même un organigramme décisionnel à respecter dans le cadre de cette RE 2020, qui est, est-ce que le produit, l'équipement auquel on va recourir en tant que bureau d'études pour faire ce calcul va être équipé donc d'une FDES, d'une fiche de déclaration environnementale et sanitaire ou d'une PEP. Donc si oui, c'est génial, on l'utilise, on la prend et normalement elle doit être relativement favorable. Sinon, alors est-ce qu'il y a des configurateurs qui permettent d'élaborer cette donnée environnementale? Donc ça c'est important parce que pour la filière acier, donc il y a par exemple l'outil SAFE, pour la filière bois, il y a l'outil de bois qui permettent en fait une grande modularité des assemblages pour pouvoir aboutir à ces données. Ensuite, alors s'il n'y en a pas, on va recourir à une donnée environnementale par défaut. Et si la donnée environnementale par défaut, elle n'est pas adaptée, on va faire une demande auprès du CSTB pour effectivement pouvoir disposer d'une valeur par défaut adéquate par rapport à notre projet. Donc ça c'est très important parce que cette FDES elle est censée être spécifique à l'ensemble du module. Et normalement, elle doit être établie, vérifiée par un tiers indépendant et elle va être déposée sur la base de données IGNES. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être spécifique normalement pour chaque module. Alors, si ce n'est pas le cas, eh bien, on peut recourir à des FDES qu'on va élaborer à partir d'un configurateur de type SAVE ou DE bois. Et en attendant, avec comme on a un petit flou aujourd'hui qui nous permet de le faire, on peut faire de l'assemblage de différentes FDES produits, isolants, structures, matériaux de finition. Mais là, attention, parce qu'aujourd'hui, on peut encore le faire, il n'y a pas aujourd'hui d'interdiction formelle, mais ça signifie qu'on va sous-évaluer l'impact du transport entre effectivement le site notamment le site de production et le site d'assemblage et le site où on va le mettre en œuvre. Et puis les données environnementales par défaut, je vous l'ai dit, c'est très impactant.
Alors, Cela nous mène donc voilà, à l'outil de simulation. à l'outil Yema, donc qui est un simulateur que nous avons réalisé donc pour la CIM, qui permet d'évaluer simultanément les impacts énergie, carbone et confort d'été sur 2 typologies de construction. La première, c'est sur un bâtiment de bureau modulaire et la seconde, ça sera sur un assemblage de salles de classe. Donc, on choisit en fait la typologie du bâtiment, le bureau ou la salle de classe. On a les surfaces donc des bâtiments types qui s'affichent. On peut choisir la zone climatique, l'altitude, la zone de bruit, si le bâtiment est ou non climatisé, s'il y a du photovoltaïque. Et ensuite, on va venir décrire les différents modules qu'on va trouver dans ce bâtiment, qu'on peut paramétrer de manière... de manière personnalisée pour le projet. Alors, qu'est-ce que nous donne cet outil ? Donc, je vous ai préparé quelques petites simulations de comparaison en focalisant sur le sujet de l'impact carbone construction sur l'immeuble de bureau, qui vous montre donc la comparaison avec différents systèmes constructifs, soit de l'acier issu donc de FDES, une structure acier issue de données environnementales par défaut, une structure donc ossature-bois, issue de FDES et là aussi de données par défaut, et une comparaison avec plancher béton et bloc béton. Alors, ce qu'on constate, c'est déjà la répartition par lot, puisque vous avez donc en gris sur l'écran donc le lot 3 superstructures qui apparaît donc en gris foncé, qui est la principale donnée que vous voyez bouger sur cet écran, qui va donc aller de la valeur la plus faible, qui est à 115 kg de CO2 par mètre carré pour une structure, un type de ossature bois, et qui va aller jusqu'à 242 quand on va être avec une structure acier en données environnementales par défaut. Bon, les autres restent relativement similaires. Et vous voyez qu'il y a quand même un lot qui est quasiment équivalent, voire supérieur au poids carbone de la construction. C'est le lot CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Et puis, on a aussi le lot courant fort qui n'est pas négligeable. Alors là, la raison, elle est assez simple. C'est que le calcul a été fait avec des modules de type VRV. Qui sont remplis de fluides frigorigènes, pas bon du tout pour l'environnement. Et donc, effectivement, c'est pas très favorable. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu très important à travailler sur la réduction carbone du système constructif de vos modules. Ça, c'est impératif, mais effectivement, ce n'est pas suffisant pour aller au-delà, puisqu'il va falloir traiter le bâtiment dans une approche globale sur son ensemble. Après. Donc, la conclusion, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est si on recourt à des FDES, c'est ce qu'on voyait d'ailleurs sur la slide précédente, parce que oui, j'ai oublié de vous montrer, mais vous avez les seuils, donc les petits pointillés sont le seuil 2022 tout en haut. Ensuite, vous avez les petits pointillés sur la deuxième ligne, c'est le seuil 2025. On a ensuite le seuil 2028 et le seuil 2031. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la structure acier avec des FDES ou même les structures à ossature bois permettent sans souci sur cette typologie de bâtiment de passer sous le seuil de 2025. Donc ça, c'est déjà on est même sous le seuil de 2028. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a déjà plusieurs étapes d'anticiper en matière d'exigences réglementaires. Ce qui n'est pas toujours vrai sur l'ensemble des bâtiments ni l'ensemble des typologies. Mais ça nécessite effectivement de recourir avec des produits avec ces fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Le niveau 2031, lui, aujourd'hui, est assez compliqué à respecter. Une des pistes, comme vous le voyez tout à l'heure, c'est d'aller plus loin sur les lots techniques, CVC et puis courant fort. Mais finalement, c'est vrai que... alors, on le verra après, il y a une autre piste. Mais je garde un peu de suspense.
Parce que cela varie justement très fortement en fonction des destinations proposées, que ce soit la location, le bâtiment modulaire de réemploi ou encore le bâtiment modulaire neuf à l'achat. Tout à fait. Alors, il y a effectivement les modules neufs. L'enjeu, c'est effectivement de respecter cette RE 2020. L'avantage, c'est qu'au niveau du Bebio, on peut aller vers un très bon niveau d'isolation côté Bebio Max. Côté carbone, il y a ce recours au FDES qui va être indispensable. Mais aujourd'hui, ça permet quand même d'aller vers des niveaux 2025 sans trop de soucis. Les modules de location, donc là, aujourd'hui, il faut savoir que les constructions provisoires sont encore soumises à la RT 2012 pour quelques mois, puisque c'est ce qu'indique le décret. Et il y a actuellement des groupes de travail qui se réunissent parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est que cette RE 2020 induise finalement une obsolescence de ces modules de location, tout ça pour des questions de performance énergétique. Donc là, mais le constat, c'est quand même que dans les modules de location, c'est pas jojo, hein. Il y a le côté Bebio, il y a quand même beaucoup de modules qui aujourd'hui sont pas ou peu isolés, donc qui vont induire des consommations énergétiques très importantes parce qu'il y a une isolation qui est insuffisante. Alors côté carbone, tout va bien puisque là on est sur un amortissement carbone qui est d'autant plus important que le bâtiment, que le module finalement est ancien. Mais effectivement, tout le travail des semaines à venir, ça va être d'échanger avec la DHUP pour trouver ce bon compromis pour les modules de location et leur futur dans le cadre du futur dispositif. Voilà, c'est une petite comparaison justement entre des modules de location et des modules neufs avec une prise en compte de l'amortissement carbone des modules. Mais j'arrive donc au sujet très important que Eric Orange a déjà un petit peu abordé tout à l'heure et je suppose que Pierre Lisonneau va aussi aborder. C'est le sujet des modules de réemploi parce qu'effectivement, il y a un enjeu phénoménal. Il paraîtrait qu'il y aurait 400 000 m² de bâtiments modulaires qui sont détruits chaque année alors qu'ils pourraient être encore fonctionnels. Bon. Alors, côté Bebio, là, c'est un véritable challenge parce qu'effectivement, les anthrax des modules sont limités pour pouvoir mettre autant d'isolants qu'on le souhaiterait par rapport à des bâtiments neufs. Mais par contre, en bilan carbone, c'est génial puisque là, la RE 2020 fait un magnifique cadeau à toutes les filières de réemploi puisque dans le calcul ACV, on va prendre à zéro tout ce qui est issu de cette filière. Donc là, aucun problème pour viser le niveau 2031 et donc se projeter dans 10 ans avec ces types de modules. Ah oui, et vous avez même une petite comparaison, justement, avec le cas bâtiment neuf ou avec un recours à des FDES et le cas, donc sans compter la structure métallique, donc avec des modules de réemploi, où vous voyez que toute la superstructure, finalement, disparaît, toute la partie liée à la construction métallique. Donc forcément, eh bien, ça fait que le seuil de 2031 est largement respecté dans ces conditions. On va donc se tourner. Vous voulez conclure ? C'est bon, c'était ma conclusion. C'est ce qui me semblait. On va se tourner maintenant vers Vincent Comte, directeur marketing d'Algeco. Et la première chose que j'aimerais vous demander, c'est de réagir aux propos de Nathalie Chang. Alors, je rappelle que vous êtes spécialiste du bâtiment modulaire de location. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qu'elle a dit ? Aujourd'hui, je dirais que on a une démonstration que construction modulaire et économie circulaire, ça va de pair, et d'autant plus en location. Il a été mentionné juste récemment que le réemploi et toute l'analyse du cycle de vie du module et de la construction modulaire a un impact carbone très très positif. Et cette
cette construction modulaire, finalement, quand on regarde, quand on est en location, on a des entrants qui sont des matières premières et des composantes qui sont l'acier et le bois, ça a été mentionné. L'acier, c'est recyclable à l'infini. Le bois, si c'est issu de forêts gérées de manière responsable, ça a beaucoup de sens. Donc, d'entrée de jeu, je dirais, le modulaire et ses composantes sont quelque chose qui ont un impact positif en termes de carbone. Deuxième élément, c'est une conception durable. Pourquoi ? Parce que les matériaux sont recyclables. Tout au long de cette conception, on va pouvoir faire face aux accidents de la vie du bâtiment, c'est-à-dire qu'un panneau qui est abîmé, défoncé, un poteau qui est tordu, si le module est un module boulonné, on va pouvoir avoir cette conception qui a, dès le départ, intégré des aspects de réparabilité. Ça, je crois que c'est un point important. On le voit de plus en plus dans l'électroménager, par exemple, cet indice de réparabilité. Le modulaire il est vraiment là-dedans. Troisième dimension, c'est la dimension de production et de remise à neuf. Ça a été mentionné par Eric. Aujourd'hui, les modules sont produits dans des usines. Et donc là, on va concentrer en un seul endroit la capacité à gérer l'impact énergétique de cette production. Et puis, deuxième élément, c'est la remise à neuf, c'est-à-dire que la construction modulaire, elle va pouvoir finalement suivre les évolutions réglementaires, notamment en changeant des épaisseurs de panneaux, en changeant des épaisseurs d'isolants, en plancher, en plafond. Les vitrages peuvent évoluer vers du double vitrage, du triple vitrage. Donc ça permet finalement, avec une seule ossature, donc un carbone qui a été produit à un certain moment, de faire face à toutes les évolutions réglementaires qui vont pouvoir apparaître au fur et à mesure des années. Est-ce que vous entretenez bien votre parc pour prolonger leur durée de vie ? Les vieux modules Algeco, vous les réparez ? Comment vous faites ? Alors, avant que le module, finalement, en location, ce qui est, j'aime souvent dire, c'est un module plusieurs vies. Ça a été également cité, un module peut être un agrandissement de bureau pour une entreprise qui a un développement d'activité, ça peut être une salle de classe pour un collège ou une école qui fait face à des travaux, ça peut être une bulle de vente au pied d'un immeuble d'habitation en construction, ça peut être encore une pharmacie provisoire, la pharmacie a eu un incendie, le pharmacien peut continuer son activité. Donc ce qui veut dire que, de par la nature de l'activité locative, les modules vont avoir plusieurs vies et surtout ils vont revenir à chaque fois dans nos agences de manière à ce qu'on puisse réhabiliter, reconfigurer et faire repartir ces modules-là. Et puis la fin d'un module, je dirais qu'il n'y a jamais de fin sur un module puisque on va avoir du recyclage et de la valorisation. Recyclage, l'intérêt c'est que comme nos modules reviennent dans les agences, c'est plus facile s'il y a lieu de recycler certains produits, de les faire à partir d'un certain point précis plutôt que sur l'ensemble des chantiers dans la construction traditionnelle. Et puis dernier point, nous avons, nous chez Algeco, une activité de vente de modules d'occasion. Aujourd'hui chez Algeco, c'est plus de 1000 modules qui sont vendus tous les ans. Ce sont des modules qui vont finir leur vie ou poursuivre leur vie, ce serait plus exact, dans un jardin, dans une cour, dans une entreprise. Et ces 1000 modules en location dont je vous parlais, ça fait plus de 30 ans. Mais je pense que le réemploi, ça sera un sujet qui sera vu tout à l'heure. Donc sur une durée de vie de 20-25 ans, le bilan carbone, il est satisfaisant ? Il est très satisfaisant. En fait, forcément, pour produire un module, on l'a vu, il y a une production de carbone, mais plus on utilise et plus on loue le module, l'optimisation de cette production de carbone, finalement, c'est ça l'intérêt de la construction modulaire en location. On va se tourner maintenant vers Christophe Cugnot. Alors vous êtes le spécialiste du bâtiment modulaire neuf. Votre réaction aux propos de Nathalie Chang ? Eh bien, la construction modulaire, on rentre en plein dedans, effectivement, par rapport à la RE 2020. C'est quelque chose qu'on a déjà pratiqué, donc que je vais pouvoir vous démontrer. Mais effectivement, on est vraiment, la construction modulaire hors site a vraiment, effectivement, sa carte à jouer dans le paradigme dont parlait effectivement M. Crépon du CSTB. Effectivement, on est au carrefour de l'industrie et du bâtiment. Et aujourd'hui, on a toutes les cartes en main pour franchir, effectivement, et arriver à faire en sorte que le monde de la construction soit plus propre, plus valorisant et plus vertueux également pour la planète.
Vous aviez participé à l'expérimentation du label E+C-, bâtiment à énergie positive et réduction carbone, qui préfigurait la RE 2020. Avez-vous pu développer une réponse technique qui est conforme? Oui, nous avons développé une réponse technique qui est conforme. Tout d'abord, donc la preuve par l'exemple, c'est ce bâtiment-là qui fait près de 5000 m², qui a été construit maintenant il y a plus de 3 ans. Je vous ferai un petit retour d'expérience effectivement tout à l'heure sur la consommation énergétique. C'est un bâtiment qui accueille plus de 300 postes de travail. Il y a une salle de conférence. Il est équipé de panneaux photovoltaïques. Il est entièrement connecté pour l'ensemble des collaborateurs. Il est fait en petit open space pour effectivement la modularité des espaces de travail. Il est bâti en bord d'une 4 voies et à proximité d'une voie SNCF. Il n'empêche, on a un confort acoustique optimal qui permet d'offrir des conditions de travail très améliorées par rapport pour l'ensemble des collaborateurs. Alors, la genèse de ce projet, c'est un bâtiment qui a été pensé il y a un peu plus de 5 ans. Effectivement, à cette époque-là, quand on a voulu construire ce bâtiment, on savait que la RE 2020 allait pointer son nez donc en 2020, donc c'était un petit peu décalé. Et donc, on a travaillé avec l'ADEME. L'ADEME pour faire en sorte que ce bâtiment, on s'est dit, on n'avait pas construit un bâtiment qui, dès qu'il serait mis en œuvre, eh bien, serait obsolète en termes de normes, notamment RT 2012. Donc, on a construit un bâtiment E3C1 en collaboration avec l'ADEME, en collaboration également avec les gens de notre bureau d'études, les gens de la production, ce qui les a permis de monter en compétences et puis d'arriver donc dans les 850 bâtiments qui ont étudiés par l'ADEME. Ces 850 bâtiments qui ont servi de référence à construire la RE 2020, le bâtiment campus et un des bâtiments qui arrive parmi les 15% les plus performants en termes de performance. Donc effectivement, c'est ce que je vais vous montrer un petit peu ici. Donc la preuve par l'exemple, sur la gauche, donc vous avez le niveau RT 2012 et des niveaux requis de performance pour arriver sur la RE 2020. Donc sur le E1, le E2, le E3. Donc sur le E3, c'est vraiment ce qui nous concerne, où effectivement, pour être au niveau RE 2020, il fallait être capable d'économiser 77% de consommation d'énergie par rapport à la RT de 2012. Et en fait, on est arrivé à 82%. Donc, l'analyse de cycle de vie du bâtiment, on en a parlé tout à l'heure, depuis effectivement le prélèvement des ressources dans la planète jusqu'à la construction. Et dans le monde de la construction, j'anticipe votre question suivante, effectivement, où effectivement, on parle de la mixité des matériaux. Alors, la mixité des matériaux, il y a deux sujets. Donc, il y a la performance énergétique, mais aussi le niveau carbone de ces bâtiments. La mixité des matériaux, chez Cugnot, elle est travaillée à partir d'une base acier en 3D, sauf que près de 40% de nos aciers proviennent d'acier recyclé. Ensuite, nous travaillons avec des planchers décarbonés, des planchers béton que nous intégrons dans nos structures en usine, des planchers béton décarbonés de chez Hoffmann, qui ont un bilan carbone 6 à 7 fois moins impactant que le ciment Portland traditionnel. Et puis, nous travaillons également avec des murs ossature bois, et on l'a vu qu'effectivement, en termes de bilan carbone, c'est excellent. Qui plus est, au niveau des isolants, on change également en mettant également des isolants biosourcés en fibre végétale qui apportent un meilleur confort thermique été comme hiver. Donc on travaille sur ces matériaux. Cette réglementation environnementale, donc sur la partie énergétique, donc on en a parlé avec effectivement les panneaux photovoltaïques, des appareils à basse consommation, et puis sur la notion bas carbone à travers ces éléments-là. Donc un bâtiment industrialisé neuf peut donc être bien conforme à la RE 2020. Oui, tout à fait. Le bâtiment est entièrement conforme à la RE 2020. Qui plus est, on travaille également sur l'étanchéité à l'air, qui est aussi un des paramètres qui permet d'aller vers le RE 2020. Et sur ce type de bâtiment, aujourd'hui, la norme RT 2012, c'était une étanchéité à l'air de 1,7. Aujourd'hui, sur le bâtiment campus, on est à 0,6. Donc ça veut dire qu'on est très au-delà, effectivement, du niveau de performance énergétique attendu sur l'étanchéité à l'air.
Alors sur effectivement la preuve par l'exemple, donc on a confié également un bureau d'études spécialisé qui nous suit sur la consommation énergétique de ce bâtiment et qui fait qu'en fait sur la consommation conventionnelle qui avait été calculée par ce bureau d'études en collaboration avec l'ADEME, on avait une valeur de 150 et la réalité consommée sur les 2 dernières années, l'année 2020 et l'année 2021, fait qu'effectivement on a des consommations qui sont en baisse de 13 et de 11% par rapport à la RE 2020. Donc ça montre effectivement la performance du niveau d'installation. Et puis on montre que les panneaux photovoltaïques, l'autoproduction du photovoltaïque permet de réduire la facture énergétique de 22% également. Donc ça va aussi dans le sens de la RE 2020. Et quand on met tous ces éléments-là, donc ça nous sert de référence à proposer dès aujourd'hui aux maîtres d'ouvrage des solutions qui sont et bas carbone et qui sont économisatrices d'énergie. La construction modulaire industrielle, elle peut avoir quand même aux yeux des usagers une mauvaise image. Est-ce que c'est un frein, selon vous, à son essor ? Oui, c'est un frein, effectivement. Donc là, vous avez à l'écran quelques avantages notables de la construction modulaire et industrialisée. Mais d'une manière générale, le monde de la construction a une mauvaise image auprès, en général, du public. Ce sont des professions qui ont du mal à recruter. Cependant, l'industrialisation, si je vous parle de l'industrialisation dans le monde de l'automobile, vous allez voir des cols bleus qui sont dans une usine ultra propre avec des robots. Et là, vous allez vous dire, l'industrialisation, ça me donne envie d'aller y travailler. Si vous voyez la construction d'avions, qui est aussi sur un mode industriel, vous allez avoir des gens qui sont en blouse blanche. Et là aussi, ça va vous donner envie d'y travailler. Alors nous, on est effectivement entre deux mondes, entre le monde du bâtiment, le monde de la construction. Et on est en train de changer cette image. Donc il y a cette nouvelle réglementation qui avantage la construction hors site, parce que la construction hors site est une filière sèche, donc peu consommatrice d'énergie, peu consommatrice de matière, qui permet de recycler les matières, qui permet de recycler l'ensemble des déchets que produisent la construction hors site, et puis qui sont très peu polluantes et gênantes en termes de construction sur le chantier. L'image, elle commence à changer, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui, on commence à voir beaucoup de reportages, notamment sur une chaîne TV que vous connaissez très bien, où effectivement, on voit des maisons conteneurs ou des gens qui effectivement commencent à construire sur la construction hors site et qui en sont très satisfaits. Donc on est vraiment aux prémices de tout ça, sauf que le monde de la construction, d'une manière générale, est très traditionnel. Donc effectivement, historiquement ou préhistoriquement parlant, on a toujours parlé effectivement de la construction avec effectivement l'ensemble des lots qui travaillent en silo, qui fait que de la conception, des bureaux d'études, des différents corps de métiers, il est difficile de faire changer ses habitudes. Là, on commence à les faire changer. Donc il y a besoin de former également les nouvelles générations de bureaux d'études, d'architectes sur effectivement la construction hors site. Je crois qu'on aura effectivement quelques slides cet après-midi sur le campus hors site. Donc oui, il y a nécessité de faire évoluer, mais aujourd'hui, on coche toutes les cases pour dire qu'aujourd'hui, notre mode de constructif, il est vertueux, il est plus vert, il est plus intelligent, il est plus responsable, en tout cas, que la construction traditionnelle. Eh bien, on poursuit notre tour de table. Merci à vous. On retrouve Pierre Visonneau, directeur général de Delta Mode. Alors vous, c'est le bâtiment modulaire de réemploi. Vos premières réactions suite à la présentation de Nathalie ? Eh bien, écoutez, je suis plutôt ravi d'entendre les conclusions de Nathalie sur notre métier. Alors nous sommes une PME basée en région nantaise, donc on n'est pas très loin d'ici. On est parti d'un constat il y a de ça une quinzaine d'années déjà, sur le fait qu'il y avait des gâchis de construction qui partaient en destruction de diverses manières. Et on s'est dit qu'il fallait peut-être commencer à avoir une réflexion un peu de bon sens. Donc quand on a eu cette première réflexion en 2008, ça fait déjà bientôt 15 ans, on passait un peu pour des gens extraterrestres. Alors on est quand même ravis d'entendre qu'en 2022... il y a une certaine prise de conscience et une envie de faire avancer les choses. Nous sommes un acteur régional avec une
rayon d'action sur une bonne moitié de la France. Et c'est vrai qu'on voit finalement beaucoup de bâtiments qui sont sur un usage temporaire. Alors, ils sont construits pour une durée de vie qui peut aller de 30 à 50 ans. Et finalement, l'usage primaire reste assez rapide. Et donc, on s'est mis dans cette démarche-là d'industrialiser ce monde de réemploi avec comme objectif justement de rendre plus vertueux et d'être la continuité logique de nos confrères de la location et de la construction, en se disant que finalement les usages du mode locatif sont plutôt sur une dizaine d'années, la construction éphémère ou définitive sur une vingtaine d'années, et nous on essaye d'être justement sur la suite de tout cela et d'industrialiser le process. Alors Delta Mode a intégré le groupe GSCM en fin 2021 et ça nous aide aussi à prendre un peu plus d'ampleur et d'avoir une certaine crédibilité vis-à-vis de nos pairs et confrères. Le constat, il est relativement simple. Alors les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais on a à peu près le monde du bâtiment crée 70% de déchets en France. Dans notre corporation, on estime que la construction, tout confondu, est d'1 million de mètres carrés par an. Bon, les chiffres sont assez variables. Effectivement, le 400 000 mètres carrés de destruction bâtiment par an, ça reste à mettre entre parenthèses. On n'est pas complètement sûr de tout cela. Mais enfin, ce qu'on est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a, dans la méthode d'avant, c'était la destruction systématique. Alors après, à nous, en tant qu'acteurs de l'économie circulaire, justement, de redonner et d'allonger la durée de vie des bâtiments et surtout de l'industrialiser. L'idée, c'est qu'on part finalement d'un métier plutôt artisanal et tout l'enjeu qu'on a sur les années à venir, c'est justement de rendre extrêmement vertueux la démarche et d'aller vraiment dans la fin du cycle de vie du bâtiment. Donc notre modèle, il est relativement simple. On est acteur de la filière en étant des acheteurs de certains loueurs, de certains constructeurs, de collectivités, de PME, d'industriels, qui, pour une question soit de gain de place ou de fin de besoin, se retrouvent avec un certain nombre de bâtiments sur les bras. Donc on arrive souvent un peu alors sauveur, c'est un grand terme, mais on arrive souvent un peu en apportant de solutions. Et donc du coup, l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir être un acteur global de la nouvelle vie du bâtiment modulaire, donc de pouvoir finalement intégrer nos équipes chez le client, de pouvoir démonter proprement et dans des lieux qui sont généralement contraints, de pouvoir les réintégrer sur notre usine qui est basée à Nantes, avec un vrai outil industriel et une vraie volonté de pouvoir reconditionner quasiment à 100% le bâtiment. Donc dedans, on a deux grandes gammes, on va dire ça comme ça. Le bâtiment qu'on intègre et qu'on revend avec peu d'intérêt, enfin peu de reconditionnement, qui a un certain sens à l'heure actuelle parce que, comme tout le monde le sait, la pénurie des matériaux et finalement la problématique des augmentations des coûts de matières premières font que la vente et que le module d'occasion en l'état a un certain sens. Et on travaille aussi sur une autre branche qui est le reconditionnement où du coup là on intègre entre 50 et 70% de matériaux neufs dans l'usage pour pouvoir redonner une nouvelle vie au bâtiment. Et donc après, là, tout l'intérêt de ce nouvel écosystème, c'est finalement un reconditionnement, une installation et après une maintenance, parce qu'on a comme ambition au sein de Delta Mode et du groupe GSCM justement d'être un acteur important de la filière de la rénovation énergétique, et on se dit que finalement dans notre métier il ne faut pas qu'on s'arrête uniquement à l'installation et à la maintenance du bâtiment, mais qu'on aille aussi qu'on soit plus proactif au sein justement de l'évolution du bâtiment, et même des bâtiments qui sont chez nos clients peuvent effectivement être reconditionnés in situ et être upgradés justement pour pouvoir aller chercher des performances énergétiques qui seront en adéquation avec la réglementation de la RE1. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. La loi sur l'économie circulaire impose aux acteurs publics d'acheter 30% de modules venant de l'ancien. C'est donc un secteur plus que jamais d'avenir, le réemploi. Exactement. Donc du coup, on a effectivement cette nouvelle loi qui est arrivée en 2020 qui nous oblige...
Donc oui, effectivement, la nouvelle loi de mars 2020 qui oblige les collectivités à acheter 30% de leur parc en module d'occasion est effectivement une bonne nouvelle. Alors après, c'est le fruit de travaux menés de longue date par des confrères qui sont dans la salle et qui justement ont un peu opéré pour justement prendre conscience qu'il fallait maintenant passer par le côté réglementaire pour pouvoir imposer un peu aux gens. Parce que les grandes idées sont là maintenant, il faut les mettre en œuvre. Et c'est tout l'enjeu qu'on a, nous, justement, de pouvoir essayer de faire comprendre à nos clients et aux réfractaires que le bâtiment reconditionné a un certain sens, surtout par rapport à l'impact carbone, comme le disait Nathalie, justement, sur toute cette... Donc effectivement, l'imposition oblige finalement maintenant les collectivités à prendre conscience de cela, à intégrer dans leurs appels d'offres des variables de réemploi, et donc ce qui fait que pour nous c'est un effet accélérateur très net, mais qui marque aussi une certaine prise de conscience des pouvoirs politiques de pouvoir maintenant agir et d'arrêter de discuter indéfiniment et de passer à l'acte. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a quand même un risque de perte de qualité, non, avec le réemploi? Alors effectivement, on a très clairement un problème. Enfin, on n'est pas dans le neuf, donc forcément, on sait très bien que finalement, on n'arrivera pas aux avantages du neuf en totalité. Après, on prend souvent le parallèle avec la voiture d'occasion. Ça a les mêmes usages, ça a finalement les mêmes intérêts. Après, en termes de qualité, c'est une appréciation du client qui finalement décide ou non de pousser la qualité jusque du matériau neuf ou d'occasion. C'est vrai que c'est un peu... c'est à l'appréciation. Maintenant, on essaye de pousser, en industrialiser, de se remettre en question et de pouvoir aller jusqu'à des points de reconditionnement qui soient les plus performants possibles. Et à certains endroits, c'est adapté ? Alors, on s'adapte. Alors, nos produits sources sont issus des constructeurs modulaires français. Donc après, on peut être amené à installer nos bâtiments dans différentes régions. Alors après, on a les problématiques de sismique, on a les problématiques forcément de réglementaires sur différents points. Donc on ne peut pas cocher toutes les cases, on essaye de cocher le maximum de cases. Donc on essaye d'avoir une démarche vertueuse qui permettra finalement de faire avancer la filière. On connaît nos faiblesses, on y travaille tous les jours avec nos équipes pour justement essayer de pouvoir être le plus performant, mais on n'atteindra jamais forcément les critères que sont les critères de bâtiments neufs qui sortent directement des usines. Merci à vous. Une dernière question pour terminer nos discussions. Où en êtes-vous dans vos discussions avec la DHUP, la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages ? Christophe Cugnot. Alors au niveau de la CIM, effectivement, nous avons une commission normative qui travaille avec plusieurs confrères, qui discutent avec la DHUP depuis quelques mois. Nous avons fait près de 5 réunions, y compris avec d'autres acteurs du bâtiment, la FFB, EGF, BTP, certains syndicats d'architectes, du monde du normatif. Et on travaille effectivement pour voir comment effectivement les solutions temporaires, donc on parle plutôt des solutions locatives, puissent être exemptes de la RE 2020. Donc en effet, il y a un parc existant, un parc locatif en France qui est près de 200 000 unités en location. Et il est difficile de les mettre à la norme RE 2020. Nathalie Chang en parlait tout à l'heure. Donc, le principe, on est source de propositions effectivement face à la DHUP et on espère qu'on sera entendu, on n'en a pas la certitude. On est source de propositions en proposant effectivement d'améliorer donc l'isolation des bâtiments mis en location à partir de l'application de cette nouvelle norme RE 2020 qui devrait être applicable pour les bâtiments temporaires au 1er janvier 2023, mais qui semble a priori glissé, donc on verra effectivement lors des prochaines réunions qui devraient intervenir. Si on a plus d'informations, forcément les adhérents de la CIM seront mis en courant. Donc le premier point, amélioration de l'isolation. Et puis le deuxième point, c'est de faire que la RE 2020 puisse être exemptée effectivement sur les solutions en location de moins de 24 mois, puisqu'en général, la majorité des contrats de location que la profession réalise, près de 90% des contrats seront sur des contrats de moins de 24 mois. Et donc, il est difficile de déplacer un module tous les 1 an et demi, 2 ans, et en lui donnant une configuration RE 2020. Et lors de la première réunion qu'on a fait avec les autres acteurs du monde du bâtiment, autant les architectes que les entreprises du bâtiment, que les autres entreprises représentées,
effectivement, considéraient qu'ils avaient autre chose à faire que faire de la RE20 sur des solutions qui sont amenées à être déplacées tous les 2 ans maximum. Donc on travaille encore là-dessus, on représente la profession, on espère qu'on sera entendu. C'est très rarement le cas vis-à-vis de la DHUP. À chaque fois qu'une nouvelle norme est programmée, on voit les organisations professionnelles qui montent au créneau pour effectivement faire valoir leur vision. Donc rendez-vous, je dirais, d'ici quelques mois, voire oui, normalement avant fin 2022. Merci à vous pour ce point d'étape. Je vous propose maintenant que l'on passe aux questions du public, car ce colloque de la CIM, c'est évidemment le vôtre. Et je suis sûre que nos échanges ont suscité beaucoup d'interrogations. Oui, on vous l'apporte. Bonjour, Patrick Boucher. J'avais une question, alors peut-être pour... Pardon ? Donc moi, je travaille pour une entreprise qui est fournisseur, qui s'appelle la société SPIT, et donc qui est fournisseur de systèmes de fixation, donc qui s'intègre dans les modules ou dans la construction en général. Donc j'ai une question peut-être pour Monsieur Cugnot. On parle beaucoup de réemploi du modulaire. Quelle est aujourd'hui la part des modulaires de location ? Et si vous pouvez me donner cette information, quel est l'objectif en fait d'en faire à 80% une partie neuve? Parce que là, moi, j'entends beaucoup parler de modules de location, donc de réemploi, mais quid du neuf et quel est l'objectif final de ce marché? Vous me parlez des modules en fin de vie, c'est ça? Qu'est-ce qu'on en fait en fin de vie ou... Oui, en général, aujourd'hui, dans votre activité... Aujourd'hui, on les vend. On a tendance à les vendre, effectivement, chercher à les vendre, comme disait mon confrère tout à l'heure. Effectivement, les modules, on les vend d'une manière générale plutôt en bâtiment d'occasion, principalement. Ils sont très peu déconstruits, ils sont rarement déconstruits. En tout cas, on cherche à les vendre et il y a toujours, effectivement, des gens, des maîtres d'ouvrage, des clients qui sont intéressés. D'accord. Et quelle est la part de ces modules qui vont partir en location et de ceux qui vont partir en construction neuve? Nous, au niveau de notre marché, on est à peu près moitié-moitié. On fait près de 330 millions d'euros de chiffre d'affaires. La moitié de notre chiffre d'affaires se fait effectivement sur le métier de la vente, sur des solutions pérennes telles que je vous ai présentées tout à l'heure. Et la moitié de notre chiffre d'affaires se fait sur de l'occasion, sur de la location. Une autre question ? Eric. Oui, non, moi j'ai une question sur le périmètre de la RE 2020 et du calcul. On en avait parlé avec Julien, mais je n'ai pas eu ma réponse, donc je voulais l'avoir aujourd'hui. Là, dans le bilan carbone, en fait, on intègre le poids carbone des éléments de construction. Comment est intégrée la partie déplacement des compagnons vers le chantier ou des ouvriers vers l'usine dans l'acte de construire? C'est-à-dire que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a encore une zone grise sur le calcul du bilan carbone, et je voudrais savoir si ça a été décidé, tranché, ou est-ce qu'on en est dans ce qu'on compte ou ce qu'on ne compte pas. Je ne suis pas sûr de ce que je vais répondre sur le fait de trancher ou pas, mais concrètement, on a besoin de mettre des limites à notre analyse de cycle de vie. La plupart du temps, on va regarder aussi les ordres de grandeur qui sont derrière. Donc, par exemple, dans les fiches de déclaration environnementale, on prend des scénarios de déplacement moyen pour nos produits. Si vous avez une seule usine en Europe, on va considérer que vous avez au moins le déplacement de cette usine-là jusqu'au centre de la France pour le transport. Si vous avez 3 usines en France, on va estimer par des moyennes que, ce qui n'empêche pas que dans certains cas, sur votre bâtiment, vous êtes en train de le faire au pied de l'usine, et dans d'autres cas, vous êtes au plus éloigné de ce que ça pouvait être parce que vous faites construire en Corse, par exemple. Donc il y a toujours des approximations. Et j'ai envie de prendre votre question sur le transport, si je comprends bien, des ouvriers pendant la partie chantier. On est sur quelque chose qui, in fine, ne permettra pas de faire la différence entre un bon ouvrage et un mauvais ouvrage. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler les performances environnementales de son chantier. Mais dans une logique réglementaire, je pense qu'on peut s'en tenir avec un scénario moyen, quel qu'il soit, j'ai envie de dire aujourd'hui. En revanche, je pense qu'il serait extrêmement vertueux que chacun travaille à sa problématique de chantier et à vouloir faire des chantiers plus vertueux. Et dans ce cas, de comprendre à quelle main-d'œuvre on fait appel, d'où elle vient. Parce qu'effectivement, à la fin, ça peut finir par faire un chantier un peu énergivore. Mais le chantier, dans le bilan global d'une opération, reste déjà une partie relativement faible et la partie que vous mentionnez encore plus faible.
Donc je n'ai pas les éléments sur l'appréciation, mais de mon point de vue, ce n'est pas un levier significatif à atteindre pour se distinguer, par exemple, en termes de concurrence, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, on vous apporte un micro. Merci, Monsieur Daven, Alma Consulting. Moi, je suis bureau d'études en restauration, donc des fois, je fais appel à des cuisines provisoires. Mais la question, c'est pour le réemploi. Est-ce que le réemploi, ça veut dire aussi requalification des modules? C'est-à-dire qu'en gros, une salle de classe reste une salle de classe ou une salle de classe devient un bureau? Alors non, effectivement, on avait une petite présentation qui marque un peu ça, justement, sur les usages des bâtiments modulaires. Alors après, on a deux grandes familles de bâtiments. On a les bâtiments qui sont ERT, ERP. On a plus facilement la possibilité de passer un ERP en ERT que l'inverse. Donc effectivement, les usages, nous, notre métier, c'est quand on reprend un bâtiment modulaire, on le reprend par rapport à un usage initial et on le recycle dans un autre usage. Il est très fréquent d'utiliser, on a un exemple d'ailleurs sur la suite, là, qui sont finalement des reconditionnements et des transformations, mais on a des bâtiments qui étaient des salles de classe qu'on transforme en crèche, par exemple. Un bureau reste fréquemment un bureau, mais c'est vrai qu'on a cette faculté finalement au sein de la construction globale de pouvoir avoir un changement d'usage au cours de la vie, et surtout ce que nous on essaie de travailler, c'est l'usage initial, il est construit pour 50 ans, mais l'utilisation initiale est généralement de 4, 5, 6, 7 ans. Même si les bâtiments peuvent être construits de manière pérenne, on voit très bien que surtout dans les administrations, le côté définitif n'a pas trop de sens. Donc effectivement, on est amené très régulièrement à retrouver un nouvel usage. C'est tout le jeu de puzzle qu'on fait tous les jours avec un bâtiment qui peut avoir des surfaces assez variables au démarrage, qu'on ressaucissonne et qu'on redécoupe, alors qu'on recompartimente pour pouvoir en faire 3 à 4 bâtiments. Mais l'usage est effectivement un point extrêmement important. On continue les questions. Oui. Oui, bonjour, Cyril Paquier, entreprise Cugnot. Une question plutôt pour Tribut Énergie. Dans les résultats que vous avez rendus, finalement, il y a peu d'écart entre un mur ossature bois et puis effectivement un mur modulaire tel qu'ils sont faits aujourd'hui. Dans le calcul, vous prenez la CV dynamique ou pas en fait? Ah oui, bien sûr. Ouais. Okay. Nous appliquons nos méthodes, on applique les méthodes du CSTB à la lettre. Hein. Oui, évidemment. non, mais oui, mais on a quand même, il y a quand même un petit écart. Hein. Mais enfin, vous l'avez vu sur la paroi, il y avait quand même des écarts rapportés au mètre carré. Après, quand on regarde le bilan global, ça vient s'écraser parce qu'on a tous les autres lots qui viennent s'empiler par-dessus. Donc, voilà, ça peut paraître moins intéressant. Mais bien entendu, tout ce qui est bois est pris en compte en ACV dynamique. Ok, merci. N'hésitez pas à lever la main. Moi j'ai plein de questions. C'est un peu ma nature. Non, moi je suis un écolo fervent comme on l'est tous. J'ai été surpris dans les calculs RE 2020 qu'en fait le biosourcé ou le bois sortent effectivement moins favorisés ou moins évidemment favorisés qu'on pouvait le penser. Et donc la question c'est, alors moi j'ai très envie de mettre du bois dans mes bâtiments modulaires métalliques, c'est pas la question, mais j'ai pas l'impression que c'est très récompensé au-delà de la satisfaction intellectuelle qu'on peut avoir à le faire. Vous n'avez pas l'air d'accord, Nathalie Chang. Non, en fait, je dirais... Il y a tous ces rumeurs, en fait, il y a plein de rumeurs qui circulent sur plusieurs sujets, notamment sur le sujet de l'ossature bois. Ça fait 10 ans qu'on dit pour réduire drastiquement les bilans carbone, il faut passer en ossature bois. Bon, alors, il se trouve que déjà, l'ossature bois, ce ne sont que quelques montants qu'on va trouver dans le cadre d'une paroi, que dans cette paroi, il va falloir rajouter de l'isolant, il va falloir rajouter des écrans par vapeur, des pare-pluies, des finitions intérieures, des finitions extérieures. Donc, au final, quand on raisonne en paroi globale, typiquement, le bardage extérieur est beaucoup plus impactant qu'un enduit sur béton.
Voilà, c'est tout simple, mais bon. Donc, effectivement, il faut raisonner. C'est pour ça qu'il faut vraiment raisonner sur l'ensemble du bâtiment et non pas juste sur quelques poteaux d'un système constructif. Après, il y a d'autres sujets. Il faut, quand on réalise des calculs, il faut regarder en détail d'où viennent, ce que contiennent en fait les FDES. Et est-ce qu'effectivement, il y a ou pas de ce qu'on appelle le module D, donc qu'est-ce qu'on fait du bois en fin de vie, comment on le prend en compte sur son bilan carbone. Mais bon, en tout cas, la construction bois, le bois dans un système constructif n'est qu'une toute petite partie de l'ensemble des matériaux qu'on va mettre en œuvre dans un bâtiment. Donc, ne peut pas répondre à tout. Comme on est bien en ligne avec Nathalie là-dessus, je me permets une deuxième couche en fait. Je me souviens de Plus c'est moins. Beaucoup de gens sont revenus nous voir en disant il y a un vrai problème avec notre méthode carbone parce que nous on fait des bons bâtiments depuis super longtemps, mais là ce qu'on voit c'est que c'est pas bon. Donc on est en train d'apprendre à compter le carbone. Et sur le bois, l'incendie de Londres a fait du mal parce qu'on est persuadé que le bois ça brûle. Et que si ça brûle, c'est donc pas stable, pas fiable au feu, on va dire les choses comme ça. Ça, on sait que on démontre tout le contraire tous les jours, mais les idées ont vraiment la vie dure. Les isolants biosourcés, les isolants de manière générale, ont été vus comme, quelque part, le fer de lance des bâtiments réglementaires RT 2012. On a isolé les bâtiments. Dans la Basignès, on a vu des fiches de déclaration environnementale sur les isolants. On a eu ça très vite pour tous les isolants. Par contre, on n'avait pas le béton de structure, on n'avait pas les planchers. Donc je pense qu'on est vraiment dans cet entre-deux où on découvre. Et effectivement, quand on regarde, c'est des chiffres qu'il faut regarder. Donc on a peut-être cette conception du bois abattu à la hache, couché au pied et raboté vite fait pour faire un chalet au Canada. Et dans ces cas-là, il faut être extrêmement clair. J'ai stocké du carbone à ce moment-là. Encore une fois, ce carbone, si ma cabane, je la brûle 10 ans plus tard, je ne l'aurais pas stocké très longtemps. C'est tout le sujet de la CV dynamique, qui n'était pas trivial, mais qui visait bien à dire comment je valorise ce stockage temporaire. Mais donc, il faut s'intéresser aux chiffres, parce que le bois qui permet de faire de la grande hauteur, c'est du contre-lamellé collé, il y a plein de matériaux supplémentaires. Alors, je vous le fais sur le carbone, mais je pourrais vous le faire aussi sur le sanitaire. Puisque comme ils sont bons pour l'environnement, ils sont sans doute bons pour la santé, mais on rajoute des produits dans des isolants pour les protéger de l'humidité, pour les protéger de l'incendie, justement. Et ça aussi, ça rajoute des manières. Donc soyez curieux, regardez les données, regardez la fiche de données environnementale et vous verrez d'où ça vient. Et en voyant d'où ça vient, vous pourrez interpeller celui qui vous alimente avec le produit en disant « je voudrais encore mieux ». Et c'est là qu'on va faire des gains de carbone, parce que dans le raccourci d'une filière propre et d'une filière pas propre, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Et surtout, c'est qu'un morceau du bilan. Les isolants, c'est 7-8% grand maximum de l'impact carbone d'un bâtiment. Vous pouvez choisir le meilleur isolant du monde, vous n'aurez pas le meilleur bâtiment. Y a-t-il... Oui, une question là-bas au fond. Bonjour, Martin Duquesne, Technologie et Habitat. On est des assembliers de bâtiments modulaires à ossature bois. Et peut-être une première remarque, enfin une réflexion plus à vous livrer dans un premier temps. Au niveau, vous parliez des finitions intérieures des bâtiments à ossature bois. Donc quelque part, l'ossature, c'est quelques allumettes de bois. Et après, comme tout le reste, donc peut-être juste pour dire que dans les finitions intérieures, si on pousse la filière sèche très très loin, on arrive à avoir des subjectiles bois quasiment partout. Et là, on va dire par rapport à du placo, on score en quelque sorte sur les bilans que vous venez d'évoquer. Ça, c'était plus une réflexion comme ça. Et j'avais une question pour nos grands cousins du modulaire. Vous avez parlé bureau, vous avez parlé ERT, ERP. Vous parlez assez peu de logement. Nous, TH, notre motto, c'est l'habitat bas carbone pour tous. Est-ce que c'est un marché pour vous et parce qu'il y a un nombre de logements quand même relativement significatif. Comment vous vous positionnez là-dessus, les grands du modulaire ? Eh bien, disons que nous, on avait lancé Site Eden il y a quelques années, une filière dédiée effectivement à l'habitat. Donc, on a voulu travailler à l'époque avec les bailleurs sociaux. On a fait beaucoup de projets sur des petites unités. On n'y a pas effectivement trouvé
notre rentabilité par rapport à ce type de projet. Donc on travaille depuis sur des immeubles qui sont un peu plus collectifs, type résidence étudiante ou similaire. Effectivement, les dernières opérations qu'on a faites dans ce sens-là nous montrent qu'effectivement, avec notre savoir-faire industriel de reproductibilité des modules, qu'on arrive effectivement à retomber sur nos pattes. Donc on relance, on répond aujourd'hui sur ce type de projet. Mais à partir du moment où il y a du volume. L'industrialisation ne vaut que si effectivement il y a du volume. Donc c'est plus ça qui nous intéresse que de faire effectivement de l'habitat individuel. Et juste pour compléter, chez Algeco, on est d'abord une société de location. C'est à peu près 80% de notre activité. Et donc, c'est plus compliqué d'être dans cet axe de location et de faire du logement. Donc, voilà, pour la réponse concernant Algeco. Oui, alors moi aussi j'ai plein de questions et je suis très intéressé par le bilan environnemental de la construction modulaire. Comment se fait-il que en France on soit si en retard que ça, je dirais, si on regarde par rapport à d'autres pays européens, les pays nordiques par exemple, ou voire l'Allemagne, qui ont des projets de méga factory pour faire du modulaire ou même de la construction bois. Et nous, on a l'impression que, en fait, pas qu'on hésite, mais on a du mal vraiment à décoller sur ce principe constructif. Disons qu'on est dans un mode constructif qui est très traditionnel, effectivement, avec une culture assez béton. On est effectivement, l'ensemble du monde constructif est plutôt là-dessus. Pour avoir discuté avec effectivement certains responsables de certaines majors qui effectivement qui ont une vision européenne, enfin des gens qui travaillent effectivement dans tous les pays d'Europe, effectivement, la France est le seul pays où effectivement il y a plus une culture béton, qui fait effectivement ils sont moins ouverts effectivement aux autres principes constructifs. Et qui plus est encore, récemment, pour certains qui annoncent vouloir produire plusieurs dizaines de pourcents de leurs projets en ossature bois, il y a beaucoup de freins en interne. Il y avait effectivement une réunion du hors-site il y a quelques semaines à Paris où effectivement il y a un retour d'expérience entre un des directeurs du développement chez Bouygues, pour ne pas le citer, avec Pifto Bois qui travaillait, ils avaient conclu un contrat de fourniture entre les deux et que effectivement ils commençaient effectivement Bouygues se mettre effectivement à l'ossature bois et que en fait le plus gros frein venait plutôt en interne de leur chef de projet, qui effectivement était plutôt dans une culture béton que dans une culture effectivement hors site. Mais tout ça, c'est en train de changer, puisqu'ils sont en train de travailler là-dessus. Ils ont l'objectif de faire à 2030 près de 30% de leurs projets plutôt en bois. Donc tout ça, ça se travaille. Mais effectivement, les freins, on les retrouve plutôt sur ce type-là. Soit de la demande des maîtres d'ouvrage, soit effectivement de la demande des constructeurs qui ont des habitudes de travail. Et on le voit, la RE 2020 fait bouger les lignes. Et M. Crépon l'a dit, Étienne Crépon l'a dit ce matin, changement de paradigme, on y est, on est là-dedans parce que la RE 2020, parce que la planète, le bilan carbone, il y a toutes ces notions-là qui arrivent autour, qui font qu'il faut qu'on industrialise le mode constructif. Qui plus est, les problèmes de main-d'œuvre, de recrutement, sur effectivement certains métiers qui ont de la pénibilité. Et quand vous faites ça plutôt en usine, quand vous faites votre module à près de 80% en usine, plutôt que de faire 100% sur chantier, effectivement, vos collaborateurs, vos compagnons vont travailler dans de meilleures conditions de travail, dans des horaires des conditions qui vont faire que naturellement, ils vont plutôt avoir tendance à privilégier ce mode de constructif. Mais c'est une réflexion de fond qui est très longue. J'en parlais tout à l'heure par rapport à la formation. Donc voilà, maintenant il y a des écoles, des campus qui se lancent sur la construction hors site. Voilà, ça a été lancé l'année dernière, donc il faut imaginer qu'il faut un peu de temps. Après, on retrouve des constructeurs, des architectes, des bureaux d'études qui sont ouverts sur ce mode constructif, mais ça met beaucoup de temps. Je pense que le retard vient notamment d'ici, parce que même certains industriels en Suède, Ikea, en Allemagne, Porsche, effectivement, lancent effectivement des modes constructifs hors site. Donc c'est une révolution, mais ça vient par le monde industriel plutôt que par le monde du bâtiment. Après, si je peux compléter également, il y a une culture française qui est d'investir dans la pierre. Et on est biberonné par des maçons qui, depuis 50 ans, nous expliquent qu'il n'y a que la pierre qui vaut. Donc en fait, il y a un vrai changement culturel là-dessus.
Puis après, bon, moi, il y a un frein que j'identifie quand même assez facilement, c'est que la France, et Pascal Chazal en parle très bien, est le seul pays dont les architectes dépendent du ministère de la Culture et pas du ministère de la Construction. Donc ça dit un certain nombre de choses là-dessus. Voilà, puis après, donc, c'est un vrai changement de culture, ça prendra 5, 10, 15, 20 ans, j'en sais rien. Après, dans les pays anglo-saxons, ils sont aussi plus attachés à l'usage qu'à la propriété, alors qu'en France, on a envie d'être propriétaire, on nous a dit qu'il fallait qu'on soit propriétaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a ces freins culturels qui sont là aussi. Donc ça va arriver petit à petit, moi j'ai confiance, mais on ne fait pas les révolutions, on y va plutôt pas à pas. Il y a une autre question, on vous écoute. Oui, bonjour, Emma Lecomte de l'agence Cost Architecture. Je voulais rebondir directement sur justement cette situation que je vis au quotidien en tant que directrice du développement et de la communication. Il y a une vraie demande des maîtres d'ouvrage sur ce sujet, une vraie éducation à faire et un vrai intérêt. Je peux vous le dire, alors on fait partie du campus hors site également, et là on est en train de développer énormément de sujets, et notamment sur des concepts très intéressants, puisque hybrides aussi, sur des centres aquatiques par exemple, en construction hors site et en construction classique. Donc on est en train de pousser aussi les curseurs sur ces sujets-là, et c'est passionnant, et soyons tous architectes, bureaux d'études, constructeurs, justement à faire cette éducation du terrain pour que ça change également. Une réaction ? Oui, je pense qu'il faut effectivement travailler ensemble et pas contre. Et en fait, on est dans le collaboratif, tout tarte à la crème que ce soit, il faut qu'on se parle. Et puis il faut asseoir des architectes avec des industriels, et puis on ne va pas ni se manger les uns des autres, ni se mettre des poignards dans le dos. Donc il faut apprendre à travailler ensemble, ça fait partie des révolutions à faire. Il y a un angle d'attaque, je crois, à aller chercher dans le bâtiment en 2 ou 3 ordres de grandeur, qui m'ont toujours frappé. Le premier, c'est on investit 0,1% du chiffre d'affaires de la construction dans le bâtiment. Ça explique en particulier peut-être pourquoi on n'a pas des gigafactories qui proposent des changements disruptifs. Parce qu'avec 0,1% de R&D dans le bâtiment, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas de chance, vous avez le CSTB qui représente un tiers de la force de frappe. Ça, c'est tout dire, hein. Le deuxième sujet, c'est sur les pathologies. Les pathologies, là, on parle de décennales, hein, on parle de choses lourdes, hein, on ne parle pas juste de performance énergétique à réception. On nous dit entre 10, 15, 20%. Donc ça veut dire un bâtiment sur 10, 2 bâtiments sur 10 qu'il faut refaire intégralement parce qu'ils ne sont pas faits comme il faut. C'est ça que ça veut dire, hein. C'est un peu pour ça que quand vous faites construire votre maison, on vous tape dans le dos en disant bon courage, hein. Alors que quand vous allez acheter une voiture ou un vélo électrique, on ne vous dit pas ça. Donc je pense que là, il y a un espace de tir, et encore une fois, la performance énergétique n'est pas incluse dans cette histoire. Construire hors site, c'est quand même maîtriser ce qu'on fait. Et je pense que là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire à créer. Parce qu'on va pouvoir s'engager sur des résultats, parce que ce que vous allez sortir en usine, c'est peu ou prou ce qui va se passer une fois qu'on l'aura assemblé sur site. Ça, c'est un levier de développement, je pense, assez extraordinaire. Oui, et les architectes n'ont pas encore pris conscience de ça, parce que quand on leur pose, les assureurs, quand on leur demande quelle est la sinistralité qu'ils ont en construction industrialisée hors site, ils ne savent pas répondre. Ils ne mesurent pas la sinistralité. Et ce que ça me dit, c'est qu'en fait, si c'est pas mesuré, c'est que ça dérange personne, et si ça dérange personne, c'est que c'est en dessous de la moyenne. Et donc aujourd'hui, à la CIM, on essaye de savoir ce qu'on paye en décennale et ce qu'on coûte effectivement en sinistre en décennale, et on est tous positifs, alors que la décennale est structurellement négative. Voilà, donc en fait, ça c'est un sujet qu'on n'a pas encore quantifié. Ça fait partie des sujets dont qu'on va prendre à bras le corps. Une dernière question avant de clôturer cette séquence. Oui. On ne vous a pas entendu, on va vous apporter un micro, et monsieur tout au fond, on vous a vu et on vous écoute juste après. Bonjour, je suis Albert Wiesmann, société Gerflor, on fabrique des revêtements de sol. Et ma question est de savoir, est-ce qu'il existe une RE 2020 en Europe ou c'est uniquement français ? À notre connaissance aujourd'hui, la réglementation environnementale sur le carbone, on est vraiment leaders mondiaux sur le sujet. On est les premiers à sortir une réglementation basée sur l'analyse de cycle de vie avec des seuils carbone sur le cycle de vie complet. Ok, merci. Ça va changer très vite, hein.
Après, il y a des réglementations européennes qui font que tout le monde, nombre de pays se sont engagés vers effectivement une neutralité carbone 2050. Donc chaque pays doit traduire effectivement cette réglementation dans son pays. Donc je comprends qu'en France on est en avance là-dessus, mais que tous les pays européens vont aussi redévelopper de la même manière. Oui, Philippe Foucault, Bimini. Juste une question purement économique à l'attention de Pierre Visonneau. Quel est, et sans mauvais jeu de mots, quel est le delta entre une construction neuve et une construction de récupération à prestations identiques aujourd'hui? C'est compliqué à répondre. C'est un peu comme une voiture. Alors, le parallèle de la voiture est simple, mais dans le modulaire, c'est pareil. Tout dépend. On va dire que si on reconditionne au maximum, on peut être à 90% d'un prix du neuf. Si on est sur un bâtiment d'occasion pure, on peut être à 40%. Donc la fourchette est entre les deux. Vu qu'on n'a jamais le même bâtiment, jamais le même besoin, c'est assez disparate. Mais après, nos clients actuellement, là, depuis quelques années, ont une notion de réactivité extrême, ce qui fait que le prix n'est pas la première source du questionnement. C'est surtout la technique et surtout la disponibilité. Et ce qui fait qu'en ce moment, dans ces périodes de vaches maigres de produits de matières premières, on a tout un sens à valoriser la filière et justement proposer à nos clients, parce que la majorité des gens qui se séparent des modules s'en séparent. Donc après, il y a une vraie notion de remise en jeu du bâtiment à des prix abordables, et ce qui fait que, un peu comme dans la voiture, des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter du neuf peuvent s'acheter de l'occasion et du coup satisfaire leurs besoins très court terme. Donc on est aussi un peu vertueux là-dedans, où on permet à des PME, des créateurs d'entreprises, des associations de pouvoir acquérir des bâtiments qu'ils ne pourraient pas avoir avec la question du neuf, quoi. Voilà. Je crois qu'il y avait encore une question par là-bas. Oui, on vous apporte un micro. Je vous remercie. Bonjour, Julien Saulnier, Tremco CPG France. C'était juste pour apporter une précision par rapport à l'équivalent de la RE 2020 en Europe. Effectivement, Christophe Cognot l'a dit, il y a l'implémentation de l'EPBD qui doit être réalisée dans chaque pays européen. Effectivement, la France est en avance, mais ce n'est pas le seul aussi à travailler sur les analyses de cycle de vie. On parle des EPD dans les autres pays européens. Et aussi pour compléter une autre question tout à l'heure, par rapport aux pays en Europe qui sont aussi actifs dans le marché de la construction modulaire, un des principaux marchés, le marché anglais. Si vous avez l'occasion de regarder un petit peu sur ce marché-là, effectivement, on est totalement dans l'esprit anglo-saxon, on est moins des bétonneux comme chez nous en France, on peut le dire, mais ils sont très en avance sur ces sujets-là. Et il y a des sujets aussi très importants qui sont liés, vous l'avez dit tout à l'heure, à Grenfell, sur la réaction au feu des façades, qui est aussi un très gros sujet de la construction, pas seulement bois, aussi modulaire, et qui sera un des futurs sujets pour les années à venir. Bien, merci beaucoup pour ces précisions. Merci à tous les 5, je crois qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Et je vous propose maintenant de faire une petite pause. On se retrouve à 11h45. À tout à l'heure.